Aujourd'hui, 16 novembre, le Burkina Faso célèbre en différé la journée mondiale de l'alimentation. La faim zéro est possible en 2030, c'est la conviction des organisateurs de cette journée, mais il faudra beaucoup d'action et d'engagement. Des engagements renouvelés ce matin à Pabré, localité qui a abrité la journée mondiale de l'alimentation. Les temps forts de la cérémonie à suivre dans ce journal. C'est connu au Burkina Faso, le 8 mars, c'est surtout le pain que les femmes portent fièrement pour célébrer cette journée. Cette année, le ministère en charge de la femme veut mettre fin au désordre jusque-là constaté dans la confection et la vente des pains du 8 mars. Un pain tissé et un autre imprimé, estampillé, de nouveaux logos sont retenus. Des pains du 8 mars 2019 à découvrir dans cette édition. La cité du Cavalier Rouge se prépare à abriter la 23e édition des Nuits atypiques de Koudougou. L'événement se tiendra du 28 novembre au 2 décembre prochain sur le thème culture et migration. Dans ce journal, les grandes articulations de cette manifestation avec le comité d'organisation qui était face à la presse hier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, sachez que 13 nouveaux ambassadeurs nouvellement accrédités auprès du Burkina Faso ont présenté leur lettre de créance au président du Faso. La cérémonie empreinte de solennité s'est déroulée ce matin au palais de Kosiam. Les représentants des 13 États affirment leur volonté d'œuvrer pour renforcer les liens de coopération entre leur pays et le Burkina Faso. Le compte-rendu de Salifou Belem et Amadou Ardo Dziko. Kadidiatou Tal, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal, est la première personnalité à ouvrir le ballet diplomatique de cette traditionnelle cérémonie de présentation des lettres de créance au président du Faso. Historien de formation, Kadidiatou Tal est né le 4 septembre 1955 à Kaolack, a occupé le poste d'ambassadeur du Sénégal à Tunis. Ingo Hubert, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, à la suite de Kadidiatou Tal, présente ses lettres de créance au président Roch-Marc Christian Kaboré. Ce diplomate qui a servi son pays dans les ambassades à Moscou, à Tel Aviv, va renforcer la coopération bilatérale, technique et financière entre nos deux États. Li Jian, ambassadeur de la République populaire de Chine auprès du Burkina Faso, présente ses lettres de créance dans la dynamique, la reprise et de l'approfondissement des relations diplomatiques entre nos deux États. Né en 1972, l'ambassadeur Li est marié et père d'une fille. À la suite de Li Jian, c'est au tour de Chérif Mohamed Mokhtar Mohamed Rabi, ambassadeur de la République arabe d'Égypte, de présenter ses lettres de créance au président du Faso. Polyglotte, Mohamed Rabi parle outre l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol. Koumba Noël Koussi est le nouvel ambassadeur du Bénin avec résidence à Niamey. À la suite de l'ambassadeur béninois, ce fut le tour de Saïd Iqbal, ambassadeur de la République islamique du Pakistan, de sacrifier à la tradition de la cérémonie de présentation des lettres de créance. Général d'armée, nanti d'une maîtrise en sciences et arts de la guerre, Saïd Iqbal capitalise 38 ans d'expérience dans la formation militaire. À la suite de l'ambassadeur pakistanais, c'est au tour de Sazilina Zainoul Abidine, ambassadeur de la Malaisie auprès de Burkina Faso avec résidence à Dakar, d'être reçu par le président du Faso. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'université de Sheffield au Royaume-Uni et d'une maîtrise en politique internationale, Zainoul Abidine a occupé le poste de commissaire à la mission permanente de la Malaisie auprès des Nations Unies. Arun Shivasa Kapimas, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande, présente ses lettres de créance à la suite de Zainoul Abidine. À la suite de l'ambassadeur du Royaume de Thaïlande, Ibrahima Sano, ambassadeur de la République de Guinée-Bissau, présente ses lettres de créance au président du Faso. Né le 13 novembre 1964, marié et père de 3 enfants, l'ambassadeur Sano parle couramment portugais, espagnol, anglais et français. Andras Zabo est le nouvel ambassadeur de la Hongrie avec résidence à Accra. L'ambassadeur de la République de Botswana avec résidence à Abuja présente ses lettres de créance au président du Faso. Titulaire d'un master en management des affaires, l'ambassadeur Batimanki a été conseiller à l'ambassade de son pays auprès de la Fédération de Russie. À la suite de l'ambassadeur botswanais, le président du Faso reçoit les lettres de créance de Jessica Maria Thérèse Svarstrom. Ambassadeur Royaume de Suède auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako.
l'ambassadeur Svarström a représenté son pays à l'OTAN. À la suite de l'ambassadeur du Royaume de Suède, ce fut le tour de Kadé Elisabeth, ambassadeur de la République du Tchad, de présenter ses lettres de créance au président du Faso. L'ambassadeur Kadé a occupé la fonction de ministre de la Femme au Tchad. Et c'est elle qui referme cette cérémonie de présentation de lettres de créance de 13 ambassadeurs au président du Faso. Une marque de la vitalité diplomatique burkinabé et de son ouverture sur l'échiquier international. Cette question à présent, comment sauver l'éducation des enfants dans les zones en proie à des attaques au Burkina Faso? Le ministère de l'Éducation nationale et son partenaire l'UNICEF ont réfléchi à la question et ont retenu une stratégie que la représentante de l'UNICEF au Burkina Faso est allée présenter au Premier ministre ce vendredi. Pawadrogo Jansongo et Tanga Akafando. Avec le chef du gouvernement, la représentante résidente de l'UNICEF a parlé décentralisation et éducation. Le premier sujet concerne l'inadéquation des plans communaux de développement avec les priorités réelles des populations à la base. Et la deuxième question, comment sauver l'éducation des enfants dans les zones en proie aux attaques terroristes? Et là, l'UNICEF et le MENA échangent déjà sur une stratégie. Nous avons parlé d'une stratégie que nous essayons de mettre en place avec le MENA, qui est une stratégie de relocalisation de certains enfants dans les villes, de façon donc à absorber tous ces enfants qui couramment n'ont pas accès à l'éducation et qu'ils puissent donc mener une année scolaire aussi sereine que possible. Pour la mise en œuvre de toutes ces stratégies, l'UNICEF est prête à accompagner le gouvernement burkinabé, aussi bien techniquement que financièrement. Dans l'actualité également, le Japon s'engage à financer le plan stratégique de l'Assemblée nationale à hauteur de 400 millions de francs CFA. Cet appui financier permettra à la représentation nationale de se doter de moyens techniques. La signature de la convention de financement est intervenue hier entre les deux parties, Oscar Soulama et Pascal Kani. Le Japon accompagne l'Assemblée nationale dans la réalisation de son plan stratégique. À travers cette signature de convention, les pays du Soleil levant accordent une subvention de 400 millions de francs CFA à la représentation nationale. De l'argent qui va servir à renforcer les capacités opérationnelles de l'Assemblée nationale. Ces fonds sont destinés en tout cas à permettre à l'Assemblée de pouvoir acquérir un certain nombre de matériel roulant, comme je l'ai dit, du matériel audiovisuel et également du matériel informatique. Et je voudrais en tout cas rassurer le Japon, rassurer également le gouvernement que ces fonds seront utilisés à bon escient. Très prochainement, en tout cas, nous allons vous inviter à venir assister, en tout cas, à la remise officielle de ce matériel. La signature de convention se fait sous l'égide de la ministre de l'économie, des finances et du développement, puisque les ressources financières proviennent du fonds de contrepartie. Le fonds de contrepartie, c'est en fait, on appelle aussi ça couramment fonds riz. Le Japon donne du riz au Burkina Faso que le Burkina vend et les recettes, les revenus collectés en fait de cette vente-là, ils sont utilisés pour financer des infrastructures socio-économiques de base. Il faudrait dire par exemple que ce fonds riz finance actuellement le programme d'urgence pour le Sahel. Il y a des actions du PUS qui sont financées par le fonds riz. Il y a d'autres actions, des infrastructures scolaires, etc., qui sont financées par le Japon, avec une flexibilité qui nous permet justement d'appuyer des initiatives comme celle-ci. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale rappelle que le financement de son plan stratégique n'est pas encore bouclé. D'autres bailleurs de fonds sont attendus afin de permettre à l'Assemblée nationale de jouer pleinement et efficacement son rôle. Nous restons à l'Assemblée nationale où le président Alassane Balassane Kandé a reçu en audience une délégation de généticiens. La délégation est allée lui annoncer la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la génétique. C'est un événement scientifique pour lequel l'accompagnement de l'Assemblée nationale est sollicité. Le point de l'audience avec Pascal Kani. Une conférence internationale sur la génétique se tiendra à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo les 22 et 23 novembre prochains. Cette délégation de généticiens est donc venue parler de cette manifestation scientifique d'envergure internationale au président de l'Assemblée nationale.
Vous savez que la génétique aujourd'hui, comme le disait son Excellence, est incontournable. Un facteur de développement, quand on sait qu'au Burkina Faso, l'économie repose essentiellement sur l'élevage et l'agriculture. Vous avez entendu parler des organismes génétiquement modifiés, les OGM, dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, vous prenez la prise en charge du cancer du sein, notamment chez la femme, pour le diagnostic et pour les orientations thérapeutiques. Nous sommes obligés de passer par la génétique. Voilà autant d'éléments qui font que cette rencontre internationale est pertinente. Cette audience est donc une occasion pour la délégation scientifique de solliciter le soutien du président de l'Assemblée nationale à cette manifestation. Selon le professeur Rabiot, la délégation a eu une oreille attentive auprès du président de l'Assemblée nationale. Alassane Bala Sakandé a montré un intérêt certain pour cette manifestation scientifique. Autre point de l'actualité, le Burkina Faso célèbre ce 16 novembre en différé la 38e journée mondiale de l'alimentation. C'est la commune rurale de Pabré qui a abrité l'événement placé sous le thème « Agir dans l'avenir, la faim zéro est possible en 2030 ». Une occasion pour les autorités en charge de l'agriculture et leurs partenaires de réitérer leur engagement de parvenir à un monde sans faim. Roger Kam, Estelle Judith Assorba. La 38e journée mondiale de l'alimentation, le Burkina Faso la commémore ici à Pabré, localité située à quelques encablures de Ouagadougou. À cette occasion, le défi de l'élimination de la faim reste toujours d'actualité. Et la célébration de cette journée vise à améliorer la compréhension des problèmes relatifs à la sécurité alimentaire et à accroître la sensibilisation à l'égard des décideurs politiques, du secteur privé et des producteurs sur le renforcement et la mise en œuvre des actions visant à atteindre la faim zéro d'ici 2030. La meilleure façon de lutter efficacement contre la faim et la malnutrition, c'est de renforcer les mécanismes de protection sociale pour sortir les plus vulnérables de la pauvreté et privilégier le développement inclusif et la croissance économique équitable. D'orienter davantage les actions et celles des partenaires à la réalisation de l'objectif faim zéro. De s'engager effectivement à combattre les causes profondes de l'insécurité alimentaire et la malnutrition en milieu rural. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, atteindre la faim zéro d'ici 2030, soit en 12 ans, est toujours possible, pour peu que le Burkina Faso s'inspire de l'expérience du Brésil. Dans ce pays, les souffrances liées à la faim sont passées de 10,6% à 2,5% de 2008 à 2010, soit en seulement 2 ans. Parlons à présent du projet dénommé Projet d'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires. Le dit projet est soumis à l'approbation des ministres sectoriels de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ils sont réunis dans la capitale burkinabé pour procéder à des réformes en vue de promouvoir l'investissement dans l'espace UEMOA. Pawandrogo Jansongo, Iniwalkon Janina Kambiri. Au regard des enjeux autour de la question des affaires, l'UEMOA tire la sonnette d'alarme. Une étude diagnostique de l'environnement des affaires est conduite dans les 8 États membres de l'Union. Elle a abouti à un projet examiné par les ministres sectoriels de l'UEMOA. C'est ainsi qu'une initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires a été lancée pour servir de cadre de référence aux réformes à entreprendre au niveau de nos différents États, pour le renforcement des capacités des acteurs et l'institutionnalisation du dialogue secteur public-secteur privé. L'amélioration de l'environnement des affaires devrait être un processus continu et soutenu pour permettre de protéger nos économies et rassurer les investisseurs nationaux et internationaux. La question du climat des affaires est une question importante pour nos économies relativement secouées dans le contexte et dans la conjoncture internationale. Nous avons des États qui, lorsque nous regardons les critères de classement, notamment Doing Business, ont connu un certain nombre d'éléments de recul. Il est important donc que nos experts apportent des éléments de réponse afin justement que l'attractivité de notre économie puisse permettre au secteur privé d'être le véritable levier de son développement.
avant d'être soumis au Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA au premier semestre de l'année 2019 pour adoption. Le document final devra contenir, à l'issue de cette rencontre, des orientations claires et pertinentes. Il s'agit d'améliorer de manière significative et durable le climat des affaires au sein de l'espace communautaire. Comment organiser et mieux contrôler les fonds et autres financements extérieurs. Pour le partenaire allemand, il faut passer par la nouvelle plateforme appelée TrueBudget. C'est un outil qui permet de minimiser les difficultés rencontrées dans l'utilisation des fonds extérieurs. Il permet aussi d'améliorer la planification des ressources mobilisées par les partenaires techniques et financiers. Nous en savons plus avec Roger Kam et Aruna Mari. TrueBudget, c'est une nouvelle plateforme pour améliorer la gestion des fonds publics, en l'occurrence les ressources extérieures. C'est le fruit de la coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Le logiciel permet de partager des informations en temps réel entre les utilisateurs. Cette nouvelle plateforme va nous permettre de mieux appréhender la contribution de nos partenaires techniques et financiers. Donc avec cette nouvelle application, les partenaires auront la possibilité d'aller directement et saisir des informations sur la plateforme et ça nous permettra d'avoir des données plus fiables par rapport au financement extérieur. L'implémentation de ce nouvel outil va solliciter l'implication de l'ensemble des acteurs de la chaîne de dépenses publiques. Les projets et programmes seront aussi associés. Le processus de mise en place de ce logiciel a débuté en juin dernier à travers la signature d'une convention de financement avec la KfW. Actuellement, le gouvernement burkinabé fait face à beaucoup de bailleurs de fonds et chaque bailleur de fonds a ses spécificités, ses processus et c'est très difficile pour votre administration de suivre comment les fonds extérieurs sont effectivement utilisés dans les projets de développement accordés. Alors avec cette approche, nous pensons que ce sera beaucoup plus facile et efficace pour le gouvernement de contrôler et suivre ces fonds. Le Burkina Faso est le premier pays à bénéficier de ce projet. Une phase période de 6 mois est prévue avant la vulgarisation du logiciel. Des innovations financières et digitales pour assurer la résilience économique et climatique des populations vulnérables au Burkina Faso. Ces innovations seront désormais prises en compte dans les activités d'un programme qui couvre 3 régions burkinabées. Les principaux bénéficiaires sont les jeunes et les femmes évoluant dans le secteur agricole. Roger Bembaba, Estelle Judith Assorba. Les régions du centre-est et de l'Est bénéficieront bientôt du programme d'appui à la résilience économique à travers les innovations financières et digitales. C'est un programme dont l'objectif est d'accompagner les populations vulnérables, les micro, petites et moyennes entreprises à avoir accès aux services financiers et à une éducation financière. Mais avant sa mise en œuvre effective sur le terrain, toutes les parties prenantes ici réunies prennent connaissance de son contenu pour ensuite échanger sur les stratégies de déploiement des actions. Dans un premier temps, nous avons des objectifs clairs, notamment d'atteindre 30 000 femmes et jeunes, d'atteindre 3 000 agriculteurs, d'atteindre également 150 petites entreprises et 300 toutes petites entreprises au niveau des régions. L'avantage de ce programme par rapport au programme classique, c'est de dire nous allons toucher les PME, parce que c'est au niveau de ces PME qu'il y a la création d'emplois, mais nous avons également utilisé des innovations digitales pour accélérer l'impact que nous avons, pour réduire les inégalités et créer de l'emploi. Le programme est à sa première phase et les critères de choix des zones pilotes ont porté sur la pauvreté et l'exclusion financière. Les innovations qui auront marché dans le cadre de ce projet seront répliquées à plus grande échelle. La 15e édition de la Journée des communes se tient depuis hier à Kaya dans le centre-nord. L'événement réunit l'ensemble des maires du Burkina Faso. Il mène la réflexion sur le rôle et la place des collectivités territoriales dans la gouvernance foncière au Burkina. La cérémonie d'ouverture a connu la présence de plusieurs personnalités, dont une délégation des municipalités du Mali, Siedi Lareyen et Tanga Kafando. Les maires des 351 communes du Burkina à Kaya, c'est à la faveur des journées de la commune burkinabé. Organisée par l'AMBF, l'association des municipalités du Burkina,
La rencontre se tient pour la 15e fois et l'édition de cette année a pour thème « Place et rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance foncière au Burkina ». Un thème qui sonne comme une mise en garde quelques semaines après la levée de la mesure de suspension des lotissements. C'est une interpellation que nous faisons de cette opportunité que l'État nous donne de reprendre les lotissements. Mais quel est notre rôle et quelle est notre place dans la gouvernance de ce foncier? Et quels sont les textes que nous ne connaissons pas? Parce que comme vous savez, nous sommes une nouvelle génération d'élus. Et donc il faut s'approprier de tous ces textes-là pour donner à la gestion foncière une rigueur et une bonne gestion au profit des populations. Le gouvernement est venu simplement les encourager et leur dire qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui leur permettent de faire une très bonne réflexion. Il y a ce qu'on appelle les dispositions légales à travers les lois 034, etc. Nous avons également l'ensemble des dispositions qui concernent, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit au niveau de l'eau, un certain nombre de dispositions qui permettent donc d'améliorer donc cette réflexion. À cette 15e édition participe une délégation de l'Association des municipalités du Mali venue partager l'expérience malienne et faire école avec leurs pairs du Burkina. Autre point de l'actualité, et nous allons à la découverte du pain officiel de la journée du 8 mars 2019 au Burkina Faso. Cette année, le ministère en charge de la femme a retenu un pain tissé et un autre imprimé avec un même et nouveau logo. Cette décision vise à mettre fin au désordre souvent constaté dans la confection et la vente des pains du 8 mars. Adama Guiti et Zalissa Sanfo. Voici arboré ici, par la ministre en charge de la femme, le pain officiel du 8 mars 2019. Un pain tissé, sélectionné à l'issue d'un appel d'offres lancé sur l'ensemble du territoire national. C'est un pain proposé par Natiola Nikema de l'unité artisanale de production UAP Godé du centre. L'association bénéficiera d'une prime d'encouragement de 2 millions de francs CFA pour l'originalité et la qualité du pain proposé. Et à côté de ce pain officiel en Faso d'Anfani, un autre appelle la candidature à consacrer la société Caratex pour la fabrication et la vente d'un pain imprimé du 8 mars 2019. Un pain au motif unique, à 4 couleurs. Cette démarche a été suscitée par le fait que nous avons constaté qu'il existe un important désordre dans la production des différents pains, notamment ceux imprimés. Pour ce dernier cas, nous avons noté que certains pains imprimés comportaient souvent des messages en déphasage avec le thème retenu. Pire, certains messages utilisés portaient atteinte aux droits des femmes. Fini donc la multitude de pains sur le marché. Et c'est fini aussi pour l'utilisation du logo international du 8 mars. Le ministère en charge de la femme a désormais son propre logo. Il faudra attendre mi-décembre pour voir ces pains sur le marché. Le Faso d'Anfani s'adjugera à 5 000 francs CFA le pain sans le logo, tandis que les 3 pains imprimés coûteront 6 000 francs CFA. Des gardes de sécurité pénitentiaire de 6 pays africains sont en atelier à Ouagadougou. Les échanges portent sur la modernisation des administrations pénitentiaires et la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le grand banditisme. L'initiative de cet atelier régional est du ministère en charge de la justice, soutenu par l'ambassade des États-Unis et le Bureau international des stupéfiants. Issaka Fando et Maïmouna Traori. Rompus dans la surveillance des prisons, ces agents de sécurité pénitentiaire du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Burkina Faso améliorent ici à Ouagadougou leur savoir-faire. Cette session de renforcement de capacité est aussi un cadre de partage d'expériences et de mutualisation des efforts pour une lutte globale et intégrée contre l'insécurité sous toutes ses formes. Et cela passe par une modernisation de la formation des agents. Un certain nombre de modules avaient déjà été identifiés. Une formation s'est suivie pour que les cadres des différents pays élaborent les 10 modules.
ça a été fait et aujourd'hui nous sommes là pour non seulement valider ces modules mais en assurer le partage. La formation est initiée par le ministère en charge de la justice en collaboration avec le Bureau international des stupéfiants. Au niveau international et régional, il y a un renforcement de la coopération judiciaire. Maillon important également du fonctionnement de la justice. Les acteurs pénitentiaires sont aussi obligés à coopérer pour pouvoir relever les défis régionaux et globaux qui se présentent. Le secrétaire général du ministère en charge de la justice a exprimé la disponibilité de son département à accompagner l'administration pénitentiaire dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées par les participants. Dernier épisode de la semaine du procès du putsch de septembre 2015. À la base, ce vendredi, le colonel-major Bouré Makere, il ne reconnaît pas les faits à lui reprochés, à savoir la complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, la complicité de meurtres et de coups et blessures volontaires. Des précisions dans ce compte-rendu de Draman Guéné et Soubavier David Dabiri. Le colonel-major Bouré Makere a-t-il posé des actes de nature à conforter le pouvoir du général Gilbert Diendéré? La question suscite toujours des débats à ce 4e jour de l'interrogatoire de l'officier supérieur. Son conseil maître Mireille Barry scrute les actes posés par l'officier le 16 septembre 2015 et jour suivant et se veut formel. Les missions de récupération de matériel militaire à la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire et Burkina-Togo ordonné par le major Bouré Makere était conforme à l'orthodoxie militaire et sur instruction du général Gilbert Diendéré. En plus, précise l'auxiliaire de justice, ce matériel était sollicité par la gendarmerie et la police pour assurer le maintien d'ordre. Pourquoi ceux qui ont demandé ce matériel ne sont pas là? Et comme réponse à sa question, l'avocate se convainc d'une certitude. Plusieurs personnes manquent à la barre pour le procès du putsch. Pour l'heure, c'est le procès du RSP, s'exclame-t-elle. Et quand le parquet militaire évoque la signature de la déclaration du CND qu'il qualifie d'acte tendant à soutenir le putsch, Maître Michel Traoré, un autre conseil du colonel-major, décrit les circonstances dans lesquelles cette signature a été apposée sur le communiqué. C'était un climat délétère et extrême. Un soldat armé et acquis à la cause du général Gilbert Diendéré était dans la salle. Le bâtiment était tenu par des soldats armés et la famille du colonel-major, logée au Conseil de l'Entente, était à la merci des soldats du RSP. Dans ces conditions, comment aurait-il pu refuser de signer la déclaration, s'interroge l'avocat, qui précise qu'à cette période, les premiers responsables de l'armée, de la police et les sages éprouvaient la même peur. Dire qu'il n'y avait pas de risque sécuritaire, c'est fermer les yeux sur la réalité, conclut l'avocat. Le parquet ressort une déposition à charge du général Pegronoma Zagré sur les tentatives du colonel-major Bouré Makere de convaincre la hiérarchie militaire. L'officier s'emporte et qualifie les propos de l'ex-chef d'état-major général des armées de tendancieux avec une volonté de nuire. Sur mon honneur d'officier, je n'ai jamais pris la parole lors des rencontres avec la hiérarchie militaire et je n'ai jamais tenté de convaincre des officiers à adhérer à un coup d'État. Comment pouvais-je le faire si moi-même je n'y adhérais pas, s'indigne l'officier supérieur. Et pour le colonel-major Bouré Makere, l'enlisement de la crise est le fait du comportement ambigu du général Pegronoma Zagré. Le parquet militaire relance l'accusé avec une autre déclaration du général Zagré qui dit avoir fait preuve de prudence car les moyens majeurs de l'armée étaient au RSP. Le colonel-major Kieré rétorque: mais où est-ce qu'il a eu les patates qu'il a balancées sur le camp Nabakoum 2, allusion faite au pilonnage du camp le 29 septembre 2015. Pourquoi n'a-t-il pas pris cette position dès les premiers moments quand on sait que l'armement utilisé était stocké à Kaya? Le parquet militaire promet faire comparaître le général Pegronoma Zagré en qualité de témoin en temps opportun pour répondre à ces questionnements et salue la contribution du colonel-major Bouré Makere dans le processus de sortie de crise. Son audition se poursuit le mercredi 21 novembre 2018 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou.
Dans l'actualité également, la 3e édition du Salon international de l'enfant et de l'adolescent a débuté hier à Ouagadougou. L'événement se tient autour d'un thème relatif à la protection de l'enfant dans un contexte de développement du numérique. Ce salon est donc un cadre pour sensibiliser les enfants sur les risques liés à l'utilisation du numérique. Nongba Kouda, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Comment protéger les enfants face aux dangers liés au numérique? C'est ce à quoi réfléchissent les acteurs du Salon international de l'enfant et de l'adolescent. Il y a des enfants qui vont sur les sites pornographiques et qui ne sont pas orientés par les parents parce qu'ils ne savent même pas que l'enfant va sur un site pornographique. Donc je me dis que c'est l'occasion de savoir que n'importe quel parent qui viendra à cet événement pourra avoir la réponse par rapport à toutes ses préoccupations et aussi pourra avoir d'autres informations liées au numérique. On ne peut pas lutter contre le développement. Nous devons aller avec le développement. Nous avons besoin du numérique, mais il faut que la cellule familiale joue son rôle. Cette 3e édition du Salon international de l'enfant et de l'adolescent est placée sous le thème « Protection de l'enfant, développement numérique, défis et stratégies ». Des expositions sont faites pour donner plus de visibilité à la problématique et aider les parents à œuvrer aux côtés de leurs enfants pour mieux les protéger. Les nuits atypiques de Koudougou se tiendront du 28 novembre au 2 décembre prochain. Le comité d'organisation a porté l'information à la presse hier à Koudougou. Et pour cette 23e édition des NAC, la réflexion sera menée sur le rôle de la culture dans la gestion des flux migratoires. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Yacouba Gamene et Nathalie Sawadgo Nabaloum. À cette 23e édition du Festival international de la musique des Nuits atypiques de Koudougou, prévu se dérouler du 28 novembre au 2 décembre prochain, les membres du comité d'organisation décident de mener la réflexion sur la migration en Afrique. Dans la pratique, il y aura la cérémonie d'ouverture au Théâtre populaire de Koudougou le 28 novembre, suivie de l'émission spéciale Cocktail NAC 2018. Des concerts live au Théâtre populaire de Koudougou et sur la scène Octave à la place de la Nation avec 20 groupes d'artistes. Sur les 20 groupes d'artistes invités, le comité a priorisé les artistes nationaux. 15 groupes d'artistes du Burkina Faso prendront part à ce festival. Les autres viendront du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et de la France. Environ 200 000 festivaliers sont attendus. Le comité a indiqué que les stands d'exposition au nombre de 280 prévus à cet effet sont déjà occupés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre à 21h le magazine des sports et à 22h30 la dernière édition du journal avec Ruth Bini et Ouattara.